Bonjour Christine, Bonjour Laurie, comment vas-tu aujourd'hui? je vais bien, je te remercie. Et toi? Ça va très bien, merci. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo avec toi, puisqu'en fait, ça fait partie d'une globalité de la santé et du bien-être. Et en fait, tu es coach minceur et bien-être. Donc, en fait, je voulais savoir un peu plus quel était ton cœur de métier. Alors oui, je suis coach minceur et bien-être, mais notamment sur la minceur, j'ai une approche qui n'est pas très courante, très connue, dans le sens où je ne propose aucun régime, je ne propose aucun médicament ou complément alimentaire. Je pars du principe en fait, que le surpoids n'est qu'un symptôme et que pour l'enrayer, hein, pour faire perdre du poids, en fait, il faut aller chercher la cause de ce qui nous fait avoir des comportements qui vont nous pousser à manger ou à stocker. Et la cause principale de la prise de poids, en fait, c'est le stress. Donc, je vais travailler essentiellement sur le stress, les stress conscients et les stress inconscients. Et ça, c'est un petit peu ma clé de voûte dans mon accompagnement, c'est tout ce travail sur les stress inconscients. Et bien sûr, en parallèle, je travaille sur le comportement alimentaire, bien entendu, pour retrouver un instinct alimentaire et se, se réconcilier avec la nourriture, surtout. D'accord. Sortir de la culture des régimes, enfin voilà. Donc, il y a vraiment une notion de stress, mais le stress, c'est très vaste en fait, parce que pour moi, le stress, c'est le stress lié au travail ou à la vie de tous les jours, mais je suppose qu'il y a une multitude de stress qui font qu'on adopte certaines mauvaises habitudes. Alors, en fait, le stress, c'est tout simplement une réaction de notre corps et de nos comportements à une émotion. Il y a un événement, un agent stresseur qui arrive dans notre vie, ça va générer une émotion et le stress, c'est en fait une réaction, enfin, ça commence toujours par une réaction physique à cette émotion. Donc, des stress, on en a tout le temps, à longueur de journée finalement. Là où ça se complique, c'est quand on rentre en stress chronique, quand le stress monte en puissance et quand c'est comme ça tous les jours et à longueur de journée. Là, ça devient plus embêtant parce que nous ne sommes pas conçus pour vivre en stress H24. Oui. Donc oui, Voilà. c'est vraiment intéressant ton approche. J'ai bien retenu en tout cas dans ce que tu indiques, c'est que toi, tu n'es pas là pour proposer un régime alimentaire. Donc, en Non. fait, tu aides les personnes comment dire, parce que tous ces mécanismes que l'on met, c'est comment dire, du pilotage automatique qu'on a dans notre cerveau. Donc, ton métier, c'est, si je me trompe pas, c'est peut-être d'enlever ce pilote automatique. Oui, c'est ça. Amener de la conscience sur nos comportements, qu'ils soient alimentaires ou autres, hein, d'ailleurs. Hein. Et je fais prendre conscience aux personnes de comportements inadaptés. Et comme elles prennent conscience de leurs comportements inadaptés, eh bien, elles vont pouvoir les transformer. Je leur donne des outils, je les accompagne pour pouvoir les transformer. En fait, l'idée, c'est de modifier nos habitudes. Voilà. On est dans un schéma habituel, dans notre zone de confort, en fait. Notre cerveau, lui, il préfère rester dans sa zone de confort, même si elle est désagréable. Et sortir de sa zone de confort, il n'aime pas trop parce que pour lui, euh, l'inconnu est potentiellement dangereux, même si le, enfin, le présent n'est pas très folichon. Il va préférer rester dans une situation désagréable, mais qu'il connaît, plutôt que de risquer une aventure potentiellement dangereuse. Donc, donc, je travaille là-dessus, en fait. J'accompagne les personnes à sortir de leur zone de confort, à prendre conscience qu'elles peuvent faire autrement sans qu'il se passe une catastrophe, et puis les aider petit à petit, par la répétition, à modifier leurs habitudes, à changer d'habitude. Ce qui au départ était désagréable, eh bien, devient finalement naturel. D'accord, donc c'est vraiment, vraiment bien. Et j'ai une petite question comme ça qui peut-être, je me fais, comment dire,
pas des films, mais j'ai peut-être une fausse croyance. Est-ce que cette histoire de minceur, d'obésité ou de surpoids est peut-être liée au gène? Alors, il y a des familles où il y a oui, qui ont le gène de l'obésité, hein. Il y a des familles d'obèses. Il y a des, oui, alors il y a cette histoire de gène, et puis il y a aussi des loyautés familiales. Alors, voilà, après en psychogénéalogie, on en parle, hein, de ces fameuses loyautés familiales. Papa, maman étaient gros, donc ben moi, il faut que je sois gros, sinon je vais être exclu du clan. Enfin, je schématise, hein, vraiment énormément, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Après, effectivement, alors, euh, c'est plus le gène, ce gène enfin, voilà, de l'obésité, si on peut, c'est plus le gène de la peur de manquer finalement. C'est-à-dire que, bon, là, on va parler d'épigénétique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des traumatismes dans notre lignée, et ces traumatismes ont justement, ils étaient tellement impactants, tellement puissants que ça a eu un impact sur les gènes de nos ancêtres, et ça a considérablement modifié leur comportement. Et donc ça, par la reproduction et puis par l'éducation, ça s'est transmis de génération en génération. Voilà. Donc en fait, on a tous en nous, hein, le gène de l'obésité, le gène du cancer, le gène, enfin voilà, on a tous en nous ce type de maladie, hein, ou de problématique. C'est simplement l'environnement dans lequel on va vivre qui va révéler, enfin c'est pas révéler, mais qui va faire que le gène va s'exprimer ou pas. Par exemple, nous avons tous en nous le gène du cancer. OK. Donc, si on passe notre vie à fumer 2 paquets de cigarettes par jour ou 3, à ne pas faire attention à son sommeil, à vivre voilà, de manière chaotique, avec avoir un état d'esprit comment dire, négatif, hein, ou voilà, avec peut-être aussi simplement dire, ben, maman, elle est morte du cancer du sein, et ben moi aussi, je vais mourir du cancer du sein. Tu vois, voilà, être dans cet environnement-là, eh bien, il y a des chances plus importantes pour qu'on attrape un cancer. Un cancer du poumon, par exemple, hein, si on fume 3 paquets par jour, voilà, les études elles ont toutes montré, hein, on a quand même plus de chances de choper un cancer du poumon. Mais si aussi on croit que, comme maman, on va attraper le cancer du sein, on va se mettre dans un environnement psychologique qui va faire que ce gène va se réveiller. Donc là, l'idée, c'est vraiment de modifier notre environnement, de modifier notre état d'esprit, notre mindset, de modifier notre façon de vivre pour endormir l'expression de ces gènes. Alors, on peut réduire l'expression, on peut carrément faire en sorte qu'ils ne s'expriment plus du tout. Enfin, on a vu des miracles se produire chez l'homme ou chez les animaux même, tout simplement parce qu'il y a eu un état d'esprit où il y a eu une reprise en main générale de la santé qui ont fait que petit à petit, ça s'est résorbé. D'accord, donc en fait, c'est vraiment une sorte de déprogrammation du programme qu'on a en nous, que ce soit nos pensées, notre environnement, et puis ça peut aller loin en fait, parce que l'environnement, ça peut être le métier, ça peut être les habitudes de la vie courante, l'hygiène de vie. Donc c'est vraiment déprogrammer pour reprogrammer, et je suppose là encore que tes consultants, une personne et une autre personne, c'est totalement différent parce que là encore, ce sont des personnes uniques. C'est ça. Ce sont des vies différentes, ce sont des personnes uniques, comme tu dis. Voilà, on est tous voilà, des cadeaux quelque part, hein. On a tous une façon de fonctionner totalement différente. Et donc, oui, je m'adapte au vécu de la personne, un peu à son histoire. Et en général, voilà, quand je parle, elle se reconnaît, hein, dans ce que je peux exprimer. Je travaille sur ces stress inconscients, là, sur cette épigénétique. Je travaille avec une méthode de reprogrammation des comportements inconscients.
Et en fait, en fonction de ce que la personne va me dire, eh bien, je vais déceler des comportements inconscients et je vais lui expliquer le comportement, comment ça se met en place dans l'enfance et comment on agit aujourd'hui par rapport à ce comportement. Et en général, je dis, enfin voilà, je vois les personnes qui se réveillent, qui disent ah oui, d'accord, ça résonne. Donc ça résonne très fort et là, après, on peut reprogrammer. Parce D'accord. qu'elles ont compris qu'elles sont dans un environnement. Sous prétexte de se protéger, elles se mettent dans des comportements inadaptés. D'accord. Donc, en fait, oui, Donc, il y a plusieurs causes au fait que soit on va manger pour se remplir et pour combler un manque, par exemple. Mais il y a aussi plusieurs autres causes, ou alors je suis maigre parce que malgré le fait que je mange beaucoup, je reste maigre et voilà. voilà. Alors ça, voilà, il y a le stress qui rentre en jeu, très fort dans le fait de grossir ou de maigrir. Mais tu parlais notamment de la peur de manquer, et cette peur de manquer, elle est intéressante parce qu'en fait, nous sommes la deuxième ou la troisième génération qui suit la génération qui a connu la guerre. Et c'est encore très frais pour nous. Et donc, nos parents, nos grands-parents ont eu peur, ont eu froid, ont eu faim, ils étaient rationnés. Même ceux qui habitaient dans les campagnes, qui n'avaient pas forcément, qui ne manquaient pas forcément de nourriture, il y avait quand même des pénuries. Puis il y avait toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Comment on va, voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment traumatique à vivre pour une génération. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, quand ils avaient, par exemple, de la nourriture dans leur assiette, pour eux, c'était inconcevable de ne pas tout manger. Parce que, pour certains, ils ne savaient pas s'ils allaient remanger le soir. Voilà, je parle simplement de nourriture, mais il y a plein d'autres aspects de la vie qui ont été impactés par la guerre. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que dans leur comportement, eh bien, ce qu'ils nous ont enseigné, nous, les générations suivantes qui n'ont pas connu la guerre, c'est on ne gaspille pas la nourriture, finis ton assiette, il faut finir le plat, il faut faire du stock. Donc, cette peur de manquer est très, très présente. On vit aujourd'hui comme si la guerre n'était pas finie, comme si on était toujours en guerre, alors que ce n'est pas du tout le cas. On vit dans une abondance, même une surabondance de nourriture, et on se comporte comme si on allait mourir de faim. En fait, ça a réveillé une mémoire de famine, tout simplement. Et cette mémoire de famine s'est transmise de génération en génération. Donc ça, c'est à déprogrammer aussi. Enfin, voilà. Bien sûr. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport donc, au fait que les personnes ayant vécu la guerre indiquaient à leurs enfants ou à la famille, finis ton assiette. Mais ça aussi, nous, en tant que parents ou les personnes qui ont des enfants, le fait de dire à son enfant, finis son assiette, est-ce que c'est pas aussi un problème parce que justement, ça programme on va en parler de programme, mais oui, ça va programmer le cerveau de l'enfant qui va justement peut-être après, derrière, développer plus tard des comportements un peu délicats, quoi. Les troubles du comportement alimentaire, oui, c'est possible. D'accord. Oui, oui. Et puis, ça va le couper de ses ressentis. Un enfant qui n'a pas faim, spontanément, un enfant, lui, il a faim, il mange, il n'a pas faim, il ne mange pas. Point barre. Lui, il ne se pose pas de questions au-delà de ça. Si le parent, en toute bienveillance, lui dit finis ton assiette, voilà, si tu ne manges pas ta purée de brocoli, tu n'auras pas de dessert, etc. Eh bien, en fait, ce qu'il indique à l'enfant inconsciemment, c'est que l'enfant ne doit pas faire confiance à ses ressentis. Voilà. Et donc, du coup, petit à petit, l'enfant va se couper de ses ressentis et il va écouter papa et maman parce que sa volonté première à l'enfant, c'est de faire plaisir à papa et maman. Donc, il va écouter papa et maman et petit à petit, il va se couper et il va finir par prendre cette habitude. Ce qui fait qu'après, à l'âge adulte, eh bien, on a de la nourriture dans l'assiette, on finit l'assiette sans se poser de questions. C'est pour ça qu'il faut amener une sorte d'hyperconscience au début, d'hypervigilance sur nos comportements, parce qu'on fait des choses sans même s'en rendre compte, et ces choses-là ne sont pas toujours bonnes pour nous. D'accord, ouais.
Bon, ben, en tout cas, je vois bien, et puis les personnes qui vont regarder cette vidéo vont bien voir effectivement l'importance de ton métier pour justement reprendre conscience et puis se réconcilier avec l'alimentation, comme tu le dis si bien. Donc, on mettra tes coordonnées sous la vidéo pour les personnes qui souhaitent te contacter. En tout cas, je te remercie et puis on revient bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Merci Christine. Merci Laurie. À bientôt.